Grâce de Moscou. Depuis le début du conflit en Iran, les spéculations autour de la Chine et de la Russie sont nombreuses. Mais si certains ont voulu se réjouir de voir un allié de Moscou être attaqué et affaibli, ce qui est au demeurant objectivement le cas, en revanche les Russes ressortent très avantagés de la situation du marché énergétique. Et c'est au moment où les Européens sont en grave difficulté, avec une augmentation de 50% du prix du gaz, que Poutine annonce qu'il envisage de devancer l'arrêt de la vente de gaz naturel liquéfié aux Européens. Il serait peut-être plus avantageux pour nous d'arrêter d'approvisionner les marchés européens dès maintenant, de nous tourner vers les marchés qui s'ouvrent et de nous y implanter. Et là encore, je tiens à le préciser, il n'y a aucune connotation politique. Mais s'il nous ferme l'accès au marché d'ici 1 mois ou 2 de toute façon, alors il vaudrait mieux pour moi arrêter maintenant et aller là-bas, dans ces pays qui sont fiables, afin de m'y implanter. Et selon Romain Bessonnet, l'objectif de la Russie est toujours le même, faire mal économiquement à l'Ukraine, mais aussi aux Européens, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'Ukraine. Vladimir Poutine veut rendre la guerre le plus cher possible aux Européens et bien sûr, pour ce faire, il faut que les Européens aient du mal économiquement, ce qui leur permettra de ne pas avoir les moyens de financer l'Ukraine, dont les Européens sont les seuls financeurs à l'heure actuelle, hormis des tout petits financements venant de pays comme le Canada ou l'Australie ou le Japon, mais ceux-là n'arrivent pas à combler les trous béants du budget de l'État ukrainien. Une autre raison, encore plus simple, pourrait motiver Vladimir Poutine à lâcher les Européens. En Asie, le prix du gaz naturel liquéfié a encore davantage bondi qu'en Europe. Par conséquent, la Russie a tout intérêt à vendre son gaz plus cher aux Asiatiques que moins cher aux Européens qui financent l'Ukraine. Notons toutefois que cette menace de Poutine concerne le GNL, dont les principaux acheteurs sont la France et la Belgique, et ne concerne donc pas la Slovaquie et la Hongrie, alimentées en gaz par le biais du gazoduc Turkish Stream. Et pour en revenir à l'Ukraine, il faut bien admettre que pour le moment, les capacités de défense des forces armées ukrainiennes sont toujours extrêmement solides, en particulier dans le Donbass, et que l'objectif de conquête complète du Donbass par la voie militaire resterait extrêmement périlleux et coûteux en hommes pour les forces armées de la Fédération de Russie, et donc pour l'équilibre interne du pays. Par voie de conséquent, la Russie n'a pas lancé beaucoup d'offensives militaires sur le front ukrainien ces derniers temps, mais semble poursuivre avec succès son objectif de destruction de l'économie ukrainienne. Cette semaine, l'Ukraine a annoncé plusieurs mauvaises nouvelles sur le plan économique. La première, c'est que le président de la commission des finances du Parlement ukrainien, la Rada, a indiqué que s'il n'y avait pas des mesures de renflouement du budget, l'Ukraine allait être en cessation de paiement en avril de cette année, c'est-à-dire que l'Ukraine ne pourrait plus payer ni ses fonctionnaires ni ses fournisseurs. Deuxièmement, la presse ukrainienne relate que les producteurs de produits alimentaires, du fait notamment de l'augmentation des prix de l'électricité et de l'impossibilité de se fournir du fait des frappes russes, pourraient augmenter les prix de 25 à 30% sur tous les produits alimentaires dans la population. Donc tout cela montre que la stratégie russe qui est de taper l'économie, de taper l'Ukraine au portefeuille, porte ses fruits, et porte tellement ses fruits que l'Union européenne demande aux États membres de fournir une rallonge financière supplémentaire de 30 milliards pour éviter à l'Ukraine de sombrer. Cette rallonge s'additionnerait aux 45 milliards déjà prévus pour l'Ukraine. Enfin, le secteur de l'acier qui est crucial en Ukraine montre lui aussi des signes d'étouffement qui sont très inquiétants étant donné que la deuxième aciérie du pays, c'est-à-dire ArcelorMittal de Kryvyi Rih, dans la ville natale de Vladimir Zelensky, a, elle, annoncé une baisse de sa production de 20 à 40% suivant les produits qu'elle sort, ce qui montre un très net ralentissement et des dangers pour le financement de l'État ukrainien, étant donné que ArcelorMittal est le 3e plus gros contribuable en Ukraine. Au final, l'un des rares pays européens qui peut raisonnablement espérer bien s'en sortir est l'Espagne. Cette dernière, essentiellement alimentée en matières premières énergétiques venues d'Afrique, se trouve dans une situation plutôt privilégiée, en dépit des pressions de Donald Trump et du chancelier allemand Merz,
car le gouvernement espagnol a osé refuser l'utilisation par les forces aériennes américaines des bases espagnoles. Et enfin, à un mois des élections, les Hongrois peuvent aussi se réjouir d'une situation qui leur profite de façon presque inespérée pour faire pression sur l'Ukraine et rouvrir l'oléoduc Druzhba. La libération par les Russes de 2 prisonniers de guerre issus de la minorité hongroise d'Ukraine constitue également un joli coup de com' pour Budapest. Et pendant ce temps, à Bruxelles, on se couche servilement devant les Américains tout en faisant la soupe à la grimace.